Bonjour, ici Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 19 juin 2020. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va bien. Toute l'équipe est là cette semaine. Au sommaire de cette édition, vous avez entendu parler du projet presque pharaonique de l'identité numérique que le ministre Éric Kerr prend de front en voulant développer une solution québécoise. On va en parler avec un expert pour connaître les enjeux d'un tel projet. On va parler avec Phil Roy. Vous connaissez l'humoriste. Je vais vous présenter l'entrepreneur qui a créé le Wi-Fi Comedy Club pendant la pandémie, une formule qui devrait perdurer dans le temps. Et comme vous connaissez Phil Roy, ça devrait être assez amusant comme entrevue. Sinon, mes collègues sont là. Thierry Weber parle d'une vidéo qui fait vraiment le buzz dans la francophonie européenne. Patrick White d'un nouveau joueur dans la distribution de contenu en ligne. Stéphane Ricoul nous parle d'une modernisation de la protection des renseignements personnels au Québec. Et puis Jean-François Poulin, de son côté, nous parle de UX dans le jeu vidéo. Juste avant de passer à tous ces gens, je prends un instant pour saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Cette semaine, salutations à Céline Martel, Emmanuel Serra, Michel Lalancette, Lana Penneau et Michel Lapierre. À vous 5, merci pour votre écoute. Merci pour le partage d'ailleurs aussi de Mon Carnet cette semaine sur les réseaux sociaux. Et merci à vous également, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Alors que je vous racontais la semaine dernière que Ottawa avait dit non à l'application québécoise de traçage proposée par Yeshua Benjo et son équipe de Mila et que c'est un outil de suivi numérique moins intrusif développé par l'équipe de Shopify Ottawa qui avait été choisi par le gouvernement fédéral, cette semaine, le premier ministre Trudeau lui-même a annoncé que les Canadiens auraient accès à cette application au début juillet. Et au passage, on a appris que cette application de traçage a été développée par les gens du Shopify, ça on le savait, mais également par des gens chez BlackBerry. Ouais, la compagnie existe toujours, et des gens au gouvernement de l'Ontario. D'ailleurs, c'est l'Ontario qui va pouvoir tester l'application. Et puis par la suite, ça sera des gens ailleurs au pays qui voudront bien l'installer sur leur téléphone parce qu'évidemment, ça sera laissé au choix des gens. Mais pour l'instant, je laisse Justin Trudeau parler de l'application. Si on peut atteindre le 50% ou plus, ça pourrait avoir un impact vraiment transformateur sur notre réouverture. Mais même s'il y a juste quelques personnes qui le font, ça va être un outil qui va aider, un outil de plus qui va aider avec la recherche des contacts. Mais ce qu'on sait, c'est que puisque c'est tellement facile, on a juste à télécharger et à l'oublier. L'application va par la suite complètement anonymement vous alerter pour vous dire vous avez peut-être été en contact avec quelqu'un qui a testé positif pour le virus par la suite. Vous devriez appeler vos autorités de santé publique pour leur demander quoi faire. C'est quelque chose qui a toutes sortes d'avantages pour l'individu et pour la société, sans d'inconvénients, parce que c'est anonyme, il n'y a pas de service de localisation ou de géographie dedans, c'est complètement sous le contrôle de l'utilisateur et c'est tout à fait sécure. Donc, on s'attend à ce que beaucoup de Canadiens vont vouloir faire leur part de façon extrêmement simple pour que si jamais il y a une éclosion de la COVID-19 dans un endroit ou l'autre, on puisse le voir rapidement avec des gens qui se font alerter rapidement qu'il y a peut-être une proximité qu'ils devraient connaître et devraient prendre des actions. Pendant que le premier ministre Trudeau annonçait l'arrivée de l'application, de son côté, il y a Amnesty International qui s'inquiète du caractère intrusif
de certaines applications de traçage pouvant conduire à une surveillance de masse. Et d'ailleurs, l'organisation appelle cette semaine les gouvernements à mettre sur pause le développement de ce type d'outils. Au passage, Amnesty International pointe même du doigt 3 pays dont les applications sont particulièrement intrusives selon les critères de Amnesty International. On parle de l'application de Bahreïn, du Koweït et surprise de l'application utilisée en Norvège. Et coïncidence, la Norvège a justement cessé l'utilisation de son application cette semaine, disant que le niveau d'intrusion dans la vie privée des citoyens était démesuré par rapport à la faible présence de la COVID-19 au pays. Imaginez, 600 000 personnes l'avaient téléchargé sur une population de 5,4 millions d'habitants, environ 11% de la population. Et selon les experts, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, je vous en parlais, mais c'est seulement avec un taux d'utilisation de 60% que ce type d'outil commence à vraiment faire une différence. Dure semaine chez Google. Il y avait de bonnes nouvelles, bien sûr, particulièrement du côté de la vidéoconférence et des services comme Google Meet ou Google Duo qui sont de plus en plus intégrés dans l'écosystème de Google et qui accueillent de plus en plus de participants lors d'un appel. Je pense à Google Duo qui est rendu à 32 participants lors d'un appel. Mais de l'autre côté, il y a eu de nombreuses mauvaises nouvelles, notamment du côté de Chrome, où on a découvert que des utilisateurs avaient été victimes d'espionnage massif en lien avec des extensions du furteur qui étaient donc disponibles dans la boutique Chrome. Mais donc, Google a confirmé d'une part que ça existait, ce problème-là, mais aussi a confirmé qu'ils avaient retiré de sa boutique Chrome Web toutes ces applications, enfin ces extensions. On parle de 70 extensions affectées par un logiciel espion, un logiciel malicieux d'espionnage qui a profité de 32 millions de téléchargements d'extensions. L'autre histoire de Google concerne les Google Alerts, ou les alertes Google en français, ça ne change pas beaucoup. Une fonction qui a été piratée et utilisée par des hackers pour diffuser des notifications sur des fausses failles de sécurité. Des alertes relatives à des failles sur des sites comme PayPal, Dropbox ou encore Hulu. Ces fausses alertes-là attiraient les victimes à s'enfoncer un peu plus loin ou un peu plus creux, si vous voulez, en suivant l'invitation, en cliquant sur des liens et qui étaient inclus là, dans les alertes. Mais bon, je vais terminer sur une note positive. Google se prépare à rendre obligatoire, moi je trouve ça positif en tout cas, son système de double authentification par notification. Dès juillet, Google va commencer à inciter ses utilisateurs à passer à ce système qui consiste à recevoir des notifications sur les appareils qui sont identifiés, qui sont liés avec le compte Google, plutôt que de simplement recevoir un SMS. Et ça fonctionne que vous utilisiez un téléphone Android ou iOS si vous utilisez évidemment un téléphone pour accéder à vos comptes Google. Là, je dis un téléphone, mais ça pourrait aussi être une tablette. Selon un nouveau rapport de l'OTM qui est l'Observatoire des technologies là, de Radio-Canada, CBC, donc un rapport qui a été fait sur l'utilisation des haut-parleurs intelligents au Canada, près du tiers des ménages canadiens ont désormais un haut-parleur intelligent, une borne intelligente si vous voulez. C'est impressionnant de voir comment le taux d'adoption a plus que triplé en moins de 2 ans. Ce sont les bornes Google Home qui sont les plus présentes, avec 2 tiers des foyers qui possèdent au moins un haut-parleur intelligent. Amazon Echo est en seconde place avec un taux de pénétration de 34% des foyers. Puis Sonos One et Apple HomePod détient chacun 8% de part de marché. Toujours selon le rapport de l'OTM, la diffusion de musique en continu demeure l'activité la plus courante à partir d'un haut-parleur intelligent pour 61% des utilisateurs. Il y a 42% des utilisateurs qui l'utilisent pour vérifier la météo, 28%
pour faire une recherche et 25 % pour écouter la radio AM et FM. Quand même, hein? Un utilisateur sur 4 utilise cette borne intelligente pour écouter la bonne vieille radio. Et pendant qu'on parle des bornes intelligentes, il y a Amazon qui a annoncé cette semaine que son système main libre Echo Auto pour la voiture est maintenant disponible au Canada. Déjà disponible aux États-Unis depuis 2018, l'Echo Auto permet d'accéder à Alexa par la voix comme si vous utilisiez une borne intelligente à la maison. L'Echo Auto vient pour le moment sous la forme d'un petit boîtier qu'on branche à l'allume-cigare de la voiture ou à la prise USB de l'habitacle et qu'on relie à notre téléphone intelligent en utilisant la connexion Bluetooth pour que finalement Alexa puisse être reliée d'une façon à Internet. Et vous aurez compris au passage qu'Alexa utilise donc votre forfait de données cellulaires pour accéder aux données ou vous faire entendre de la musique, par exemple. Alors là, il est évident que pour ceux qui ont déjà téléchargé l'application mobile Alexa dans leur téléphone intelligent, ces gens-là vont se demander à quoi bon acheter Echo Auto si je peux utiliser mon cellulaire pour faire la même chose. Eh bien, une seule raison pourrait suffire à vous convaincre, c'est que le petit boîtier de l'Echo Auto est équipé de 8 microphones qui sont faits pour l'acoustique d'une voiture, ce qui permettra une expérience d'utilisation pas mal plus agréable avec Alexa, qui comprend pas mal mieux votre commande vocale par le biais de 8 microphones que par celui de votre téléphone cellulaire. L'Echo Auto est en vente dès maintenant sur Amazon.ca et chez BestBuy.ca au coût de 69,99 $. La Fondation Rideau Hall nous propose l'Indice de la culture d'innovation du Canada, une initiative pour mettre en valeur l'esprit d'innovation au pays et en quelque sorte lancer une conversation sur l'importance de l'innovation pour les Canadiens. Cet indice nous révèle plusieurs choses, mais j'en retiens deux principalement. D'abord que près du 3/4 des Canadiens sont d'avis que l'innovation commence à l'échelle locale. Ensuite, 58 % des Canadiens sont d'avis qu'une meilleure connaissance des innovations transformatrices canadiennes les encouragerait à trouver eux-mêmes de nouvelles façons de résoudre les problèmes de la vie du quotidien. Deux données concernent spécifiquement les Québécois et je vous les partage à l'instant. D'abord, les Québécois sont plus enclins à innover que le reste de la population canadienne. Il y a plus de Québécois qui prévoient ou tentent actuellement de créer ou d'améliorer un produit ou un processus cette année qu'en 2019. On parle de 28 % cette année comparativement à 22 % l'an dernier. De plus, les Québécois sont plus susceptibles que la population canadienne ailleurs de dire qu'ils se demandent souvent comment améliorer ou rendre quelque chose meilleur. On parle de 57 % des cas au Québec contre 51 % ailleurs au Canada. Alors heureux de voir que notre réputation de patenteux se confirme encore une fois. Cette semaine, l'homme d'affaires et éditeur numérique Patrick Pierrat sortait de l'ombre, le temps d'accorder une entrevue à mon collègue Patrick White et de confirmer le lancement cet automne d'un nouveau rendez-vous d'information en ligne. Le site mythique d'information techno Branchez-vous. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'était l'homme derrière ce méga site et tous ces satellites de contenu, plus un grand réseau publicitaire. C'était le gros joueur du web natif au Québec jusqu'en 2010. Et un moment où il a tout vendu avec d'autres actionnaires à Rogers. Bref, le temps passe et l'homme revient avec une idée de son temps. Patrick Pierrat annonce l'arrivée de InfoBref à l'automne, un média d'info qui proposera 2 fois par jour et en quelques minutes l'essentiel des nouvelles politiques, économiques, technologiques et internationales. Un dossier à suivre. Grosse semaine pour Spotify, 2 annonces de taille majeures dans le secteur du podcast. D'abord, il y a Spotify qui a conclu une entente avec Kim Kardashian pour produire et héberger un nouveau podcast exclusif qui traitera de justice pénale, une cause qui lui est chère. Et puis, l'autre annonce, celle d'un partenariat avec Warner Brothers et DC de plusieurs années pour produire et distribuer des podcasts. Et pas n'importe quoi. Les Batman, Wonder Woman
Woman, Superman ou encore le Joker ou Harley Quinn vont bientôt reprendre vie dans leur propre podcast. Un mot sur Twitter qui confirme cette semaine vouloir offrir très bientôt à ses utilisateurs la possibilité de parler plutôt que d'écrire. Pour le moment, on ne parle pas de retranscription automatique, là, mais ça viendra sûrement, mais on parle plutôt de la possibilité d'enregistrer et ensuite de publier un fichier sonore d'une durée de 140 secondes, comme on attache une photo ou une vidéo à un tweet. Dans un premier temps, ça va être disponible dans les prochaines semaines pour les utilisateurs de Twitter sur iPhone, et ensuite, ça sera disponible sur Android. Alors là, j'ai hâte de voir comment les journalistes, les animateurs, les chroniqueurs, les gérants d'estrade, les politiciens, les artistes vont utiliser cette nouvelle fonction. D'ailleurs, j'ai une petite crainte par rapport aux trolls et leur utilisation de cette nouvelle fonctionnalité. Mais aussi, ce qui m'intéresse de voir, c'est comment Donald Trump va commencer à nous jaser ça sur Twitter aussi. Et je termine avec cette information qui marque un peu en quelque sorte la fin d'une époque sur Internet. C'est l'éditeur Adobe qui commence à son tour à conseiller à ses utilisateurs de désinstaller le lecteur Flash. Il faut l'écouter parce que c'est le 31 décembre prochain que le support technique cessera. Et à compter du 1er janvier 2021, donc le lendemain, les contenus Flash seront bloqués dans le lecteur Flash Player d'Adobe. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la chose, le lecteur Flash date des années 90, au tout début du web commercial, et a permis au site web d'être plus interactif à une époque où le web était encore très statique. Cette semaine, le journaliste Nicolas Lachance, que je salue du Journal de Québec, a publié un article fort intéressant intitulé « Identité numérique pour chaque Québécois ». Le plus gros chantier informatique de l'histoire. Un article dans lequel il présente le projet ultime du ministre délégué à la transformation numérique du gouvernement du Québec, Éric Kerr, développer une solution québécoise pour offrir à chaque Québécois une identité numérique basée sur l'approche de la blockchain. D'ailleurs, il y a la députée Marois Risky du PLQ qui parle d'un projet aussi important pour les Québécois que celui de la baie James à l'époque. Pour en parler d'identité numérique, bien sûr, mais aussi du défi en place, et particulièrement dans un contexte où le gouvernement veut créer un système de toutes pièces, j'ai pensé en parler avec Francis Nadeau, qui est PDG de Hydralab et un évangéliste du blockchain au Québec depuis très longtemps. On le retrouve en direct de Québec. Bonjour, Francis Nadeau. Bonjour. Francis, ça a été quoi votre réaction quand vous avez lu dans le Journal de Québec cette semaine que le ministre Éric Kerr avait un gros projet d'identité numérique pour chaque Québécois? C'est sûr que ça a été c'est un très gros projet de sortir ça à ce moment-ci. J'étais un peu surpris de voir tout ça arriver là, tout en même temps. Je vais être transparent avec vous, mais je pense que l'identité numérique, on est rendu à l'ère du numérique aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui doit être fait. Ça doit être fait dans les bonnes mesures. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction et tout ça. Donc, moi, je suis agréablement surpris de voir que là, cette initiative-là a été dépeinte dans les médias puis qu'on va en parler davantage. Pourquoi, selon vous, le gouvernement du Québec décide d'utiliser le blockchain dans son approche de l'identité numérique? Dans le fond, il faut comprendre comment que l'identité numérique se crée. L'identité numérique, à la base, c'est différentes attestations, différents attributs, si on veut. Un attribut, ça peut être un certificat de naissance, ça peut potentiellement être un permis de conduire, un certificat scolaire. Et ces attributs-là, lorsque je les utilise, lorsque je les mets ensemble, ça définit une identité numérique. Dans le cas de l'Estonie, c'est une identité numérique en soi qui est émise par le gouvernement sur une carte. Si on prend ce modèle-là, puis on l'apporte ici, puis on dit on fait une carte avec différents attributs. Un attribut, par exemple, de permis de conduire, un attribut de certificat scolaire, un attribut de certificat de naissance.
On a une problématique si on utilise exactement ce modèle-là, étant donné que, on a une problématique. Il y a différentes façons qu'on pourrait la solutionner, mais si j'arrive puis je dois partager mon permis de conduire et que le dépôt, donc j'ai une carte qui a plusieurs attributs dessus, Je j'ai pas partagerai toute l'information complète. Exactement. J'ai pas d'interface utilisateur entre ma carte et le lecteur du policier. Donc, le consentement, la gestion de mes attributs devient un petit peu plus difficile. Aujourd'hui, avec les technologies blockchain, avec ce qu'on voit par rapport à ce qui est en train de se faire, il y a beaucoup d'avancées dans comment bien émettre des attributs de l'identité numérique. Et c'est dans cette direction-là que, de ce que je comprends, que le gouvernement veut aller. Donc, c'est différent. Le modèle d'identité numérique est beaucoup plus décomposé par rapport à l'Estonie. Si j'ai bien compris l'explication qui avait été faite dans l'article de Nicolas Lachance, la façon que le gouvernement du Québec le prendrait, c'était que ce serait le représentant de l'État qui approchera la personne et de par sa personne, il pourrait accéder uniquement à un type d'information par rapport aux citoyens? Si c'est construit d'une bonne façon, logiquement, ça serait comme ça. En fait, ça devrait même aller au-delà de ça. Le citoyen devrait consentir au moment où quelqu'un lui demande de passer de l'information à lui partager. Dans le monde ça, classique... c'est le départ et c'est la logique du blockchain. C'est-à-dire qu'en tout temps, l'utilisateur est le roi et maître de ses propres données. Roi et maître de ses propres preuves d'émission de données. Donc, l'information brute, à un certain niveau, si elle est hébergée, mettons qu'on prend encore l'exemple du permis de conduire, c'est la plus facile à comprendre. Si on prend le permis de conduire, si elle est hébergée à la SAC, mais que potentiellement la SAC, elle, se revire et la partage avec un autre ministère ou à un assureur, là, moi, j'ai pas nécessairement de veto, si on veut, par rapport à ça. Mais si moi, je veux partager la preuve que tout ça est bon, que c'est intègre, logiquement, ça doit un peu recourir à une manipulation de mon côté. Ça, c'est ce qu'on espère que ça va être. Parce que pour le moment, on n'a pas ce type d'information-là. Donc, exactement. Donc, c'est de voir. Il y a différents, également, il y a des possibilités d'avoir un peu ce qu'on appelle des chaînes de transparence. Donc, de venir voir toutes les interactions qu'on peut faire avec certains types de données, les exposer. Donc, on pourrait avoir une certaine vitrine, si on veut, sur l'utilisation de nos données. Il y a plusieurs modèles, en fait, qui est envisageable. Je vais dire, mon exemple est boiteux, mais ce serait l'équivalent d'un Equifax, mais par rapport à son identité. Donc, on peut voir qui a accédé à notre dossier identité. Exactement. Donc, puis c'est de voir après ça, il faut décortiquer aussi identité numérique, puis identité numérique, si on veut, fondamentale. Parce que si on veut aller dans un niveau assez interopérable avec le Canada, on doit souscrire à c'est des règles de gouvernance ou plutôt des frameworks, si on veut. Donc, il y a des propos qui sont émis dans l'écosystème aujourd'hui que potentiellement l'attribut fondamental qui nous permet de faire une identité numérique fondamentale devrait être le certificat de naissance. Étant donné, si on regarde sur un axe de temps, l'attribut qui arrive, le premier attribut potentiellement qu'on peut relier à quelqu'un, c'est un acte de naissance. Donc là, cette approche-là permet à un certain niveau de remplacer le NAS, parce que le numéro d'assurance sociale, aujourd'hui, disons-le, ce n'est plus viable. Il y a une personne sur deux qui est passible de... Une personne sur deux, c'est 50% de la population qui est passible d'usurpation d'identité. Là, c'est puis peut-être même plus que 50%. Mais si c'est bien construit, la base est bien construite. Après ça, les autres services, comme tu parlais un peu de l'Equifax, on va pouvoir mieux les contrôler, mieux les gouverner, mieux avoir un niveau de transparence. Il y a certaines caractéristiques qui vont être extrêmement importantes. L'État va devoir rendre de façon transparente le code informatique, du moins certaines parties de ce code-là, pour que certains acteurs dans l'écosystème puissent venir endosser la pratique. Les personnes qui sont plus familières avec les technologies vont devoir venir endosser ça pour les gens qui le sont moins. Donc, il y a certaines caractéristiques. C'est pas seulement le volet technologique, il y a également le niveau d'adoption qui va être important. Et c'est toutes ces caractéristiques-là. Donc, même à terme, la chaîne, si on a une chaîne avec différents types d'attributs, potentiellement, il y a une bonne portion de cette chaîne-là qui pourrait être hébergée au niveau de l'État, mais on pourrait également voir certains, on appelle ça des nodes, donc certains contributeurs à ce réseau-là, pourraient être des universités ou des gens de l'écosystème. Et on a vu, par exemple, qu'il y a Desjardins qui a levé la main là, pour faire partie de ce réseau-là.
Exactement. Ben, c'est sûr qu'il y a Desjardins, je pense, a un certain rôle à jouer, étant donné que Desjardins a un auditoire important, si on veut. Il y a beaucoup de Québécois qui sont chez Desjardins et on se le cachera pas avec ce qui est arrivé. Ils veulent peut-être se rattraper, trouver une façon de venir en renfort à tout ça, qui est tout à fait logique. Donc oui, tu sais, faut juste voir, s'assurer que c'est bien gouverné, s'assurer des règles d'accès, qui peut venir écrire, qui peut venir lire. Donc c'est ça qui est justement, à important. ce sujet-là, il y a Marois Risky, qui est la porte-parole du PLQ dans le dossier, qui disait que ça va être important d'avoir une consultation publique sur le sujet. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est sûr que ça peut déraper assez facilement, là. C'est un gros dossier. Moi, je pense que c'est important, oui. En fait, l'adoption va être intrinsèquement reliée au niveau de confiance citoyenne. Donc oui, les gens doivent potentiellement être à un certain niveau consultés. Par contre, c'est facile de venir accuser que la technologie blockchain va venir centraliser ou va venir... C'est facile de rentrer dans les scénarios de films, de dire, OK, il va arriver telle chose, il va arriver telle chose. Je viens pas de débattre le projet ici, mais c'est juste que ça prend quand même un certain niveau de compréhension. Il y a une certaine montée en compétences qui doivent être faites peut-être en amont pour après ça venir pouvoir dire des bons propos par rapport au projet. Est-ce que j'entends peut-être que vous seriez plus en faveur d'une commission parlementaire où là, les députés poseraient des questions aux experts? Je crois que ça ferait plus de sens. Parce que c'est vraiment important que ça soit bien saisi, ça soit, tu sais, les caractéristiques importantes, je pense qu'ils vont arriver de différents experts en cybersécurité, des experts en architecture, des experts en blockchain, des experts de différents niveaux qui vont avoir leur expertise par rapport à leur créneau, puis ils vont pouvoir venir ajouter. Donc, chacun arrive avec leur expertise. Les citoyens, c'est important aussi, par contre, il faut avoir le pouls de la population. Je le répète, l'adoption va se faire, l'opinion publique est vraiment importante par rapport à ça. Puis je crois qu'il va y avoir aussi une montée en compétence des citoyens en voulant dire que faut bien parler du projet. Des fois, on parle de biométrie, on parle de blockchain, on parle d'identité. Les gens peuvent facilement sauter aux conclusions que c'est de la surveillance de masse, comme on peut potentiellement voir en Chine. Donc, faut faire attention. Les gens ont peur dans le cas des applications de traquage là, par rapport à la COVID-19. Là. Exactement. Puis on pourrait en parler dans une autre approche. On a regardé de très près. Nous, on est en technologie de décentralisation. Donc, à un certain niveau, les technologies, en fait, les applications de traçabilité, c'était beaucoup au niveau des bulles Bluetooth, donc comment les bulles se connectaient ensemble. Donc, on a regardé beaucoup le modèle. Hein. On est intervenu même à certains niveaux dans des analyses de ces applications. En terminant, Francis, est-ce que vous trouvez ça, je vais utiliser le mot en anglais, bold, de la part d'Éric Kerr, de la part de son ministère, de s'embarquer dans un projet comme ça, d'identité numérique, avec une approche qui n'a jamais été testée? Avez-vous l'impression que le gouvernement s'embarque dans une méchante affaire avec ça? C'est certain que ça va être important de bien décomposer, d'y aller un peu en mode, si on veut, start-up. Donc, fail fast en voulant dire fail fast, faut faire attention en voulant dire il y a une seule chance. Il y a pas, il faut que ça soit bien fait, que ça soit bien sécurisé. Aller en mode agile. Si un truc ne marche pas, on se retourne puis on part ailleurs. Donc, je crois que ça va être bien important de bien réfléchir comme il faut en amont tout qu'est-ce que ça va impacter parce que l'identité numérique, c'est fondamental à tout, à de nombreux services. Mais c'est sûr, je vous l'accorde, d'arriver dans les médias et sortir un élément frappant comme ça, c'est quelque chose effectivement d'assez volumineux comme projet, mais je crois qu'on est rendu là en termes d'innovation, c'est quelque chose qui doit être fait. Ça doit être mobilisé. Puis l'État, pour le volet politique, ça change rapidement. Là. Des projets d'informatique, ça s'échelonne sur plusieurs années. Donc, des fois, c'est difficile de commencer un projet, de l'apporter à terme. Donc, oui, c'est un gros projet. Moi, je perçois ça du bon côté. Je crois qu'il y a des choses qui doivent être bien décortiquées. Il doit y avoir des vecteurs qui vont permettre de s'arrimer assez rapidement. Tu sais, si on vise la solution parfaite avec tout connecté, je suis un petit peu plus sceptique, mais je suis persuadé que l'équipe d'Éric Kerr vont faire les bonnes réflexions et tout par rapport à ça.
Bon, ben, sur cette note positive, Francis Nadeau, PDG de Hydralab et un des évangélistes du blockchain au Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps comme ça de nous parler de votre réflexion par rapport à ce projet d'identité numérique qui va être basé sur le blockchain au Québec. Ça fait plaisir, Bruno. Merci à toi. Cette semaine, il y a Radio-Canada qui a fait un reportage au sujet des artistes qui ont décidé de prendre la technologie à bras-le-corps et s'en faire une alliée. On a notamment parlé du chanteur Daniel Boucher qui a énormément de succès présentement avec une série de concerts intimistes faits par le biais de Zoom et qui lui mérite des salons pleins tous les jeudis soirs. Il y a un autre qui réussit pas mal dans le genre, c'est l'humoriste Phil Roy qui, lui, a créé, dès les tout débuts du confinement, le Wi-Fi Comedy Club, encore sur le modèle de la diffusion vidéo sur Internet, et ça marche bien. Son public est au rendez-vous, c'est ça l'important. Alors, pour explorer le modèle et parler de l'expérience, je vous propose de le rejoindre à l'instant. Bonjour Phil Roy. Allô? Ça vient d'où cette idée-là de créer le Wi-Fi Comedy Club? En fait, la création de tout ce beau projet-là est née que moi, depuis janvier 2020, j'ai commencé les rodages de mon deuxième spectacle solo. Donc, ça fait plus ou moins un an là, que j'ai gribouillé des notes ici et là, puis que depuis octobre, c'est plus précis, un travail plus chaque jour où j'assemble des choses, je vais tester dans les soirées d'humour, les diverses soirées d'humour. Puis là, en janvier, j'étais prêt. Arrivé à l'aube du 11e spectacle de rodage, qui devait être le 13 mars à Sainte-Thérèse, au cabaret BMO. Ben voilà, tout ça est annulé. La pandémie arrive. On annule tout jusqu'à nouvel ordre. Au début, c'est décalé d'un mois, c'est décalé de 2 mois. Ça va reprendre en mai, ça va reprendre en juin. Puis à l'heure où on se parle, ça va peut-être reprendre là dans des mesures. Les grandes salles se ramassent perdantes là-dedans, les petites salles peuvent, mais là, tout le monde se garoche là. Fait que là, je ne sais pas quand ça va reprendre. Eh bien, moi, dans mon élan de créativité, je n'étais pas prête à mettre C'est comme si tu roules en ce moment, tu étais sur la bretelle d'entrée de l'autoroute, puis qu'on met le break à bras, c'est sûr que tu pognes un accident. Fait que moi, dans le fond, c'était ça, mon break à bras était mis, puis je sentais l'accident entre mes deux oreilles arriver. Pour de vrai, là, ça faisait longtemps que je m'étais senti perdu de même. Triste, là, proche de la tristesse, pour de vrai, de me dire, aïe, j'ai le feu en dedans, là, puis ça continue à brûler, puis je peux pas cracher mon feu. Je vais arrêter de parler en images, là, mais ça reste que quand même, c'est ça, tu sais. Mais c'est ça votre travail dans la vie. C'est ça. D'arrêter sec comme ça, c'est ça. Le break-à-bras est un bon exemple. Exactement. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait non, moi, ça se pourra pas, ça, cette affaire-là. Il faut que je trouve une autre façon de faire. Et c'est là que je suis entré en contact avec un ami qui fait beaucoup de streaming, fait beaucoup de diffusion en direct sur toutes les plateformes, là, mais principalement sur Twitch. J'étais comme, OK, là, je pense que je vais mener des séries d'entrevues. Ça va s'appeler une quarantaine de questions en quarantaine. Puis là, ça va être ça. OK, c'est là qu'on va faire. Puis là, je lui demande, bon, ben, tu peux-tu m'aider? Comment je ferais pour enregistrer tout ça? Parce que moi, je connais pas ça, blablabla. Puis là, il me dit, OK, mais combien de personnes tu veux qui assistent à cette réunion-là? J'ai dit, on peut assister? Il dit, oui. Mais là, est-ce que je pourrais les entendre parler? Il dit, oui, les gens pourraient poser des questions, tu sais, puis si tu fais une joke, ils vont pouvoir rire. Et à cette phrase-là, j'ai fait, OK, je peux les entendre rire. OK, oublie les quarantaines de questions. Je veux faire mon show. Fait que là, on a développé ce concept-là qui allait m'aider ultimement à roder à continuer le rodage de mon show pour 4-5 fois. Là. C'était ça le but, là, tu sais. Fait que je lance le message sur Facebook, sur ma page Facebook d'humoriste, et je reçois 2500 courriels d'inscription en 48 heures. Et là, j'ai fait « Qu'est-ce qui vient de se passer? » Je fais un show. Et là, j'ai des shows de booker parce que je peux laisser rentrer 200 personnes de la shot. J'ai des shows de booker jusqu'au 3 mai. À ce moment-là, on est le 19 mars 2020. Et là, je fais comme là, c'est un peu intense tout ça et ça continue à rentrer les inscriptions de semaine en semaine. On a des semaines de plus. Puis là, je fais comme, faut que je partage cette affaire-là avec des amis humoristes. Ne serait-ce que pour venir faire une première partie, tu sais, parce qu'en rodage,
bon, en ce moment, j'étais rendu à 1h15, 1h20 de nouveau matériel. Mais là, je ne vais pas faire ça sur le web devant mon ordi. C'est quand même un state of mind de se dire, OK, là, je m'en vais devant mon ordinateur, mon laptop, ma tablette ou mon téléphone intelligent, puis je vais faire de l'humour. Tu sais, je suis devant personne. C'est quand même une étape à franchir comme mentalement, tu sais. On n'est pas tellement loin de la télé, ce à quoi vous êtes aussi habitué. Là. Oui, ou exactement. Un set avec un caméraman, un réalisateur, un assistant, c'est un peu froid là, quand on veut faire de l'humour. Sauf que c'est bien rare qu'on va faire du stand-up devant 3 personnes, tu sais, habituellement. Ça, c'est au début quand ça va mal. Oui, c'est ça, mais exactement. Habituellement, à 3 personnes d'assistance, t'annules le show, là, tu sais. Fait que, en ce moment, c'est ça. Fait que, en parlant avec des amis, je fais. Et puis, les amis aimaient ça. Au début, ils venaient faire la première partie, puis ils étaient comme, hey, moi, je serais game de faire plus long. Je serais game de revenir demain, puis après-demain. Et de là, j'ai fait, bon, ben, garde, je vais laisser de côté mon désir de roder mon show à moi, puis de faire toujours des heures et demie. Faisons à place 1h15 de spectacle avec 4 invités, 4 humoristes, un animateur. Puis on roule comme ça le show. Puis c'est là que l'idée de faire un comedy club en ligne est arrivée. Fait que grosso modo, là, l'histoire du Wi-Fi, c'est ça. C'est intéressant que vous appelez ça juste le Wi-Fi. Mais là, vous êtes en train d'établir quelque chose. Hein? Vous êtes un peu comme si je comparais, il y a Daniel Boucher qui, d'un côté, fait des concerts de salon. Ouais. Puis de l'autre côté, ben vous avez un comedy club de salon. Oui. Mais là, vous êtes en train d'installer quelque chose, là, parce qu'il y a quand même un public pour ça. Daniel Boucher, là, c'est presque 50 000, c'est plus que 50 000 $ qui a été cherché en financement avec des billets très accessibles. Bon, évidemment, on s'entend que le coût de la production n'est pas le même. Non. Mais vous, de votre côté, probablement que ça va faire réfléchir vous et vos collègues. Mais d'un, je rêverais d'avoir 50 000 $ pour faire ça. En ce moment, je te dirais qu'on est dans le déficit, mais oui, c'est sûr que ça va faire réfléchir, c'est sûr et certain. Je pense qu'en ce moment, dans l'espèce de petite... J'espère que ça soit une coquille, j'espère que ça soit une bulle, comme le verglas était une bulle, comme tous ces événements-là marquants ont été des bulles. J'espère que c'est pas le début d'une nouvelle ère, mais assurément, en ce moment, dans cette bulle-là, je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de faire du vrai stand-up. Et je pense que quand la bulle va éclater ou quand ça va être terminé, ça va être derrière nous, au début, j'aurais dit, il ne restera rien, je pense, du Wi-Fi Comedy Club, mais en ce moment, je dis, j'espère qu'il va rester quelque chose du Wi-Fi Comedy Club puis de ce que Daniel Boucher et plein d'autres artistes sont en train de faire, tu sais, parce que je trouve, moi, que c'est vrai parce qu'à la fin d'un show, je parlais avec des gens dans le public, tu sais, ben, dans le public, dans la salle virtuelle. Là, mais... C'est le public. Exact, c'est le public. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, moi, je suis un père monoparental de Rouyn-Noranda. J'ai mes 2 enfants 1 semaine sur 2. J'aime vraiment Louis-José Hood, mais Louis-José, quand il est venu, j'avais la garde de mes enfants. No way que je vais trouver une gardienne. Le seul samedi du mois de février que je les ai, je vais pas trouver une gardienne ou un gardien pour venir les faire garder. Il va revenir à un moment donné en Abitibi, puis je le repognerai à ce moment-là. Louis-José revient, mais pour une raison X, Y, Z, il n'arrêtera pas à Rouen. Il va être à Val-d'Or 3 soirs. Il dit, à ce moment-là, j'ai pas mes enfants, je suis disponible, sauf que je dois faire 1 heure de char pour me rendre à Val-d'Or, 1 heure de char pour revenir, plus le coût du billet, plus mon souper. Il dit, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que toi, tu pourrais offrir de dire, ben 1 fois par mois, 1 fois par année, ou je ne sais pas, 1 fois de temps en temps, ou juste 1 fois point, tu feras un show que moi, je pourrais te voir. Tu sais, des comédie clubs en Gaspésie, il y en a moins qu'il y a à Montréal. Il commence à en avoir un peu à Québec. Il y en a quand même pas mal au Saguenay, mais tu sais, je veux dire, une soirée d'humour, pas une soirée d'humour un lundi soir à Val-d'Or, parce qu'on parle de cette ville-là. Et puis là, vous le direz pas, mais avec des têtes d'affiche. Avec des têtes d'affiche. C'est ça aussi. C'est quand même vrai, tu sais. Ben, c'est de se dire, est-ce que quelqu'un qui est en rodage d'un show va se dire, oui, ça vaut la peine d'aller faire 6 heures aller, 6 heures retour? Ben, il va préférer à ce moment-là se booker 3-4 shows de rodage. Mais ça, c'est quand même impliquant, tu sais. Fait que je me dis, est-ce que ça pourrait être une avenue si on se mettait d'accord avec les diffuseurs de spectacles et les salles, de se dire, bon, ben là, c'est un show, puis tous les billets les achats de billets doivent transiger par le diffuseur de Gaspé.
bon, mais c'est lui qui les vend, puis ça reste son marché, là, parce que je veux dire, reste que le marché ben, tu sais, vous savez, vous avez fait bien des spectacles, mais ça reste quand même un marché, puis tu sais, des territoires, là, si je peux dire ça comme ça, puis c'est bien correct. Mais est-ce que ça pourrait être possible de le faire comme ça, puis de se dire, bon, ben l'humoriste, l'acteur, le chanteur, la troupe de théâtre est capable de diffuser ça? Ben moi, je pense que ça se peut. Puis en ce moment, avec les lois qui changent, avec les rassemblements de 50 personnes, je me dis, hey, je serais capable en ce moment, moi, d'être dans une salle avec toute la technique que j'ai, puis les bébelles de streaming que j'ai acheté avec le Wi-Fi Comedy Club, bien, on serait capable de se servir de ça, puis du bagage qu'on a accumulé dans dans notre petite courte existence de 3 mois, puis les quelques... Mais ça reste toujours bien que nous autres, c'est plus de 20 000 personnes qui sont venues voir notre show, qui ont transigé sur la plateforme, des gens qui sont venus 1, 2, 3, 4 fois, tu sais. Fait que je me dis, clairement, on peut se servir de ça. Puis là, en ce moment, avec le déconfinement là, qui arrive, ben, on est capable de pousser ce projet-là. Tu sais, au départ, là, le Wi-Fi Comedy Club, c'était fait ici, là, ça, c'était mon décor. Puis là, depuis 2 semaines, on est dans une salle qui n'est pas une salle de spectacle, on est dans une cafétéria d'une entreprise. On joue devant un frigidaire. Tu comprends ce que je veux dire? Mais reste que, parce qu'il y a un beau mur de briques, les gens ne le savent pas, mais l'envers du décor, c'est que on est sur des tables de cafétéria, une belle cafétéria, mais ça reste quand même une salle de dîner. Mais je me dis, là, on serait-tu capable de se déplacer dans une salle qui, elle, aurait 50 personnes ou qui aurait 30 personnes, parce que la distanciation, ou 10 personnes, c'est pas grave. En ce moment, il y aurait une personne qui n'a jamais entendu mon numéro, qui est là puis qui rit, ça va sonner comme 10 000. Tu sais. Êtes-vous un entrepreneur, vous? Je suis en train de le devenir. Je dirais ça, là, quand même, bien malgré moi, mais puis je m'y plais quand même. Je me trouve vraiment à aimer ça. Ça amène quand même un lot de stress qui me rappelle quand même les débuts quand tu décides de te lancer en humour, ben peu importe dans quoi on se lance, mais je me rends compte que se lancer en humour ou en musique ou peu importe, c'est quand même devenir un entrepreneur parce que je me rends compte que Phil Roy, là, entre guillemets, ça reste... C'est une PME, là. C'est une marque. C'est une marque, exactement, tu sais, puis il faut la gérer, puis il faut l'entretenir, puis OK, moi, j'ai le goût de faire ça, mais en ce moment, est-ce que le public me suivrait là-dedans? Mais il faut quand même penser plus loin que ça. Puis je me dis, en ce moment, le Wi-Fi Comedy Club, c'est en train de devenir une entité à part elle-même, tu sais, fait que duquel, moi, Phil Roy, je vais me détacher tranquillement, puis dire, tout ça est capable de vivre, un peu comme le bordel, c'est détaché de ces 5 super propriétaires tête d'affiche, là, tu sais. Ben, je pense que vous pouvez être fier de votre coup parce que j'ai l'impression que vous avez créé quelque chose qui va rester après la pandémie. Ben, je pense que oui, tu sais, puis aussi, tu sais, moi, quand j'ai voulu amener ça un peu plus gros, puis où est-ce que je pourrais aller, c'est à ce moment-là que moi, j'ai contacté, tu sais, François Bellefeuille puis Louis Morissette, qui sont quand même deux mentors pour moi à qui je pose souvent des questions. Puis, tu sais, François était bien occupé avec son projet, pas besoin de pantalon, tu sais, puis il était comme, moi, je t'encourage, puis tu sais, je te félicite où est-ce que tu es rendu. Malheureusement, ça peut pas aller plus loin, tu sais. Puis c'est à ce moment-là que Louis Morissette a fait, hey, moi, j'ai peut-être une idée, un gars que je connais qui voulait partir un site de billetterie avec des achats uniques, ça s'appelle Yo. Laisse-moi te revenir avec ça. Il m'est revenu avec, on va faire un espace Yo, puis ça va être ça, puis blablabla. Puis tu sais, l'espace Yo, c'est drôle parce que cet après-midi, je m'en vais à la salle pour faire des tests caméra et compagnie pour voir l'expérience humoriste, l'expérience artiste a l'air de quoi. Mais tu sais, moi, j'ai fait 2 meetings avec eux autres où je leur ai expliqué c'était quoi mes besoins, c'était quoi les problèmes que j'ai rencontrés. Puis eux autres, ils l'ont bâti, puis je suis pas en train de dire hey, c'est à cause de moi, yo, puis là, c'est vraiment pas ça, mais sauf que reste que je suis quand même fier de me dire hey, j'ai été comme consultant sur ce projet-là, puis je trouve ça vraiment le fun. Puis aujourd'hui, j'aurais pas les reins assez solides, puis c'est trop gros l'offre Yo pour ce que le Wi-Fi Comedy Club on a besoin. Fait que c'est pour ça que le Wi-Fi Comedy Club est resté le Wi-Fi Comedy Club, puis c'est pas devenu le Yo Comedy Club, mais c'est parce que nous autres, on veut garder ça petit, mais ça reste quand même que je trouve ça le fun qu'un projet puisse en aider un autre et vice-versa. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun, tu sais. Puis au même titre que le show de Daniel Boucher, je l'ai regardé. Puis à ce moment-là, on était toute l'équipe et on a fait OK, c'est la différence entre des webcams puis des vraies caméras.
on s'est tout regardé et on a fait, ça nous prend des vraies caméras. Regarde le rendu, comment c'est beau. Parce que nous autres, on a toujours focusé parce qu'en parlant avec toutes les personnes qui font du streaming en direct, ils sont tous unanimes à dire le plus important, c'est le son. C'est le son qui est important, l'image viendra après. Fait que nous autres, on investit dans des micros, dans des trucs. OK, la console de son, tout le monde a son micro. Puis là, chaque humoriste qui venait, j'étais comme, qu'est-ce que tu as comme micro? C'est le micro intégré de ton ordinateur? Puis viens l'essayer. Écoute le show après, puis tu vas voir la différence entre quelqu'un qui a un vrai micro versus le tien. Si tu veux, je vais aller l'acheter pour toi, le bon micro. Je vais venir te le livrer chez vous. Puis tu vas être équipé. T'sais. Fait qu'on a équipé une vingtaine d'artistes chez eux. Puis, quand on a regardé le show de Daniel, j'ai fait comme, bon, ben, c'est l'heure que nous aussi, on suive la partie, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on s'est équipé puis qu'on est allé ailleurs. En terminant, Phil Roy, dans les prochains mois à venir, là déjà, on peut remarquer que la formule a évolué parce que vous avez introduit maintenant la possibilité pour les gens de choisir les moments où ils veulent voir et puis ça a un prix, ça. Alors, vous avez introduit aussi la tarification. La prochaine étape à venir, est-ce que ça s'en vient bientôt? Ça ressemblerait à quoi? Bien, c'est drôle parce qu'on parlait de ça hier. La prochaine étape, on pense vraiment que ça va être d'être dans une salle de spectacle. Puis les gens vont avoir comme 3 options de venir voir le spectacle. Soit ils s'inscrivent gratuitement puis ils ne savent pas c'est quand qu'ils viennent voir le spectacle. Soit ils s'achètent un billet en ligne. En ligne, exactement. Ou soit carrément ils s'achètent un billet puis ils viennent voir le spectacle en direct. Puis tu sais, là, c'est une autre expérience. Il serait un des 50 chanceux dans la salle. Un des 50 chanceux dans la salle. Si on arrive à 50, mais on se disait, pour arriver à 50, ça prend quand même une très grosse salle. Genre 150, oui. Exactement. Fait que là, on se dit, OK, est-ce qu'on serait mieux de se garder ça à 20 personnes? Mais 20 personnes, mettons qu'on serait dans au lieu d'une salle de spectacle, il y a quelqu'un hier qui s'est dit, pourquoi ça ne serait pas dans un restaurant? Ça serait une espèce de souper-spectacle. Ça pourrait être vraiment le fun. Fait que là, en ce moment, on est en période de brainstorm. Tout le monde lance des idées. On va laisser ça reposer la semaine prochaine. C'est la Saint-Jean. La semaine prochaine, on va chanter du Paul Piché puis boire de la Molson. C'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. Puis l'autre semaine d'après, ben il y a quelqu'un dans l'équipe qui va prendre ce flambeau-là puis qui va se dire « ça devient mon projet ». Puis on va se mettre sur trouver une salle, puis espérons que ça arrive plus rapidement qu'autrement. Phil Roy, fondateur du Wi-Fi Comedy Club, merci d'avoir accepté mon invitation, puis merci d'être aussi généreux. Bien, merci à vous. Ça fait vraiment plaisir de voir que ça intéresse les gens, ce projet-là. Puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Yes, salut, bye. C'est maintenant le temps d'écouter mes collègues et on commence avec Thierry Weber qui s'intéresse à une vidéo qui fait vraiment un gros buzz dans la francophonie européenne. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Si je vous dis, la question est vite répondue. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Cela fait maintenant plus de 2 semaines que ce phénomène viral, ce buzz, ou plutôt ce bad buzz, amuse les pays francophones proches de la Suisse et la Suisse romande elle-même. Apparu sur Twitter, sur TikTok et aussi sur Facebook, mon compatriote Jean-Pierre Fanguin amuse la toile avec cette vidéo en forme d'invitation. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses ? Alors, est-ce que tu veux en faire partie ? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Avec moi, c'est comme ça que ça marche, ok ? Merci bien, vous les vélos. Il est à l'origine de plusieurs vidéos en fait, et dans celle-ci, peut-être vous l'avez remarqué, il jette son verre quasi sous le nez de cyclistes passant par là. On ne sait toujours pas ce que propose JP, mais le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'il fait parler de lui. Les commentaires n'ont évidemment pas tardé à pleuvoir sous ces vidéos devenues virales, au point que même Cyprien, youtubeur français star suivi par 13,6 millions de personnes sur YouTube et plus de 8 millions sur son compte Twitter, a tweeté la fameuse phrase en passe de devenir culte. La question, elle est vite répondue. Presque en forme de challenge, je vous en parle ici dans mon carnet pour voir si ce phénomène traversera les frontières. Jean-Pierre Fanguin a même eu droit à sa parodie par Thomas Wiesel et Johan Provenzano ce week-end dernier. Thomas et Johan sont des humoristes suisses romans très actifs sur le web. JP a aussi eu droit à son interview dans 20 minutes et il y aura droit, toujours selon 20 minutes, à son interview par la police également. Jeter sa flûte de champagne sur la route, parquer son SUV le long de la route de la Petite Corniche en Lavaux, c'est interdit. Donc la police Riviera lui a adressé un mandat de comparution. Quant à la police cantonale vaudoise, elle s'intéresse à une autre vidéo de JP, mais postée il y a une année, où il était filmé en train de rouler à plus de 150 km/h à Vevey au lieu de 80. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne risque pas de se faire saisir ses bolides, vu qu'après enquête, il s'avère qu'ils ne sont pas à lui. En revanche, il se pourrait que prochainement, JP soit obligé de prendre le bus. En attendant, chapeau à lui pour avoir su générer une telle visibilité médiatique, la question, qui est loin d'être répondue, est de savoir si un véritable produit ou service se cache derrière cette campagne de communication en ligne, ou s'agit-il simplement d'un jeune homme qui s'adresse à un public qui s'ennuie en cette période particulière. Je crois que la question va rester ouverte encore quelques temps. Allez, à bientôt si c'est pas avant, et portez-vous bien. Patrick White nous présente un nouveau joueur montréalais dans la distribution de contenu d'information en ligne. Alors cette semaine, je vous parle de nouvelles importantes. C'est le cofondateur de Element AI à Montréal, Philippe Baudouin, qui a annoncé jeudi matin le lancement d'une nouvelle plateforme pour livrer du contenu d'information en ligne, mais du contenu qui a été agrégé, donc ce qu'on appelle en anglais « curated content ». Alors, c'est basé à Montréal et ça s'appelle Waverly. Évidemment, Waverly, Philippe Baudouin n'est pas tout seul là-dedans, c'est ça qui est très intéressant. Ses cofondateurs, il y a Michael Cronish, l'ancien directeur et vice-président de Vice Media pour le Canada. Il y a Patrick Fauquemberg, fondateur de la maison de production Magasin Général Média. Il y a Sylvain Carle, également de Real Ventures, qui sera un conseiller formel pour la nouvelle compagnie. Alors, Waverly, c'est comme la rue très connue du quartier Myland à Montréal. Il y a déjà un site web où on peut s'inscrire pour postuler ou avoir plus d'informations. Et c'est une application qui va être lancée en 2021. Alors, essentiellement, ce qu'on veut, c'est développer une intelligence artificielle qui est beaucoup plus empathique pour l'agrégation des nouvelles et des contenus d'information. Et on promet que ce sera mieux que les algorithmes qui sont surtout contrôlés par la publicité, en fait, utilisée par la majorité des plateformes. C'est beaucoup la publicité qui est derrière ces algorithmes-là. C'est une information exclusive de Logic, de logic.co, un média canadien qui se spécialise dans l'innovation et le journalisme. Alors, Waverly, ça a été fondé au mois de mai, donc ça a à peine un mois. L'application, ce qu'on veut faire, en fait, c'est de combattre la toxicité qui vraiment est sous-tendue. On la sent dans le système de livraison de l'information de la manière dont on est connecté. En tout cas, c'est l'argument principal du PDG, Philippe Baudouin, qui est un des cofondateurs de Element AI basé à Montréal. Ça a été fondé en 2016. On veut offrir une version préliminaire de l'application lors du premier trimestre de 2021. Ils sont en train d'engager des développeurs. Ils ont déjà reçu du financement, ce qu'on appelle le pre-seed funding, de VC Funder Fuel. Donc, on voit qu'il y a des investisseurs stratégiques là-dedans également. Il y a d'autres
d'autres fonds, des individus comme j'ai indiqué évidemment. Donc, une réflexion importante sur l'intelligence artificielle, et là on parle vraiment d'une IA empathique, une expression qu'on connaît très peu. On parle d'IA éthique également dans beaucoup de domaines pour rendre l'intelligence artificielle beaucoup plus humaine en fait. Donc, comme je le disais, l'IA empathique, ça fait référence à l'incorporation, l'intégration de l'éthique et des émotions humaines dans l'intelligence artificielle, ce qui va permettre aux algorithmes, en fait les robots qui sont derrière tout ça, de considérer l'état de l'usager, son état d'esprit lorsque les décisions sont prises, et il va y avoir un tri de l'information, des sources d'informations, de nouvelles pour vous offrir une application, en fait, où les contenus vont être diffusés évidemment, mais que l'usager va avoir le goût, un désir très très fort de connecter à un niveau beaucoup plus élevé sur la plateforme. Il n'y aura pas de publicité là-dessus, ça va être basé sur le principe des données ouvertes également. Donc, ça va être un média très très personnalisé. C'est ce que promet entre autres Waverly. Dans le même discours, cette semaine, je suis tombé sur une analyse très, très pertinente du contenu de Apple News. On a étudié pendant quelques mois en 2020 la différence entre le contenu géré par des éditeurs, des êtres humains, et le contenu généré par l'algorithme automatisé de Apple News. C'est une grande étude publiée par Nicholas Diakopoulos de la Northwestern University et Jack Bandy, également de la Northwestern University, et ça montre que le contenu qui est automatisé par les algorithmes est pas très original, pas très diversifié. Ce sont surtout des potins d'Hollywood, des nouvelles sur le monde du divertissement, et les deux sources principales à 60%, c'est le magazine People et le site d'information BuzzFeed. Du côté des informations gérées, agrégées par des êtres humains, des éditeurs, des journalistes de Apple News, là, beaucoup plus de diversité, de nouvelles internationales, diversité de sources également, diversité de voix, de contenu, que ce soit des magazines, des podcasts, des sites d'information, des sites de divertissement. Donc, l'analyse vraiment montre à quel point la curation, l'agrégation des informations par des êtres humains est souvent meilleure et beaucoup plus diversifiée que ce qui se fait avec des algorithmes qui fonctionnent uniquement de façon robotisée et automatisée. Donc, une belle réflexion sur l'importance des algorithmes, et je souhaite bonne chance au projet de Philippe Baudouin et de Waverly. Plus d'informations sur thelogic.co. On est rendu à Stéphane Ricoul, et cette semaine, Stéphane nous parle du PL64. Bon, OK, ça fait pas trop sexy comme présentation. Disons plutôt qu'il nous parle du nouveau projet de loi qui vise à la modernisation de la loi sur la protection des renseignements personnels au Québec. Et merci, Stéphane, pour l'exercice. Grosse nouvelle dans le fabuleux monde de la gestion et de la protection de la donnée personnelle, j'ai nommé le PL64. J'adore cette poésie. Vous me direz, c'est pas plus doux aux oreilles que le RGPD, mais disons qu'on s'en fiche un peu ici puisque c'est le contenu qui nous importe. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, comme dirait l'autre. Alors, tant qu'à me farcir la lecture du PL64, et on est loin du Guillaume Musso ou du Joël Dicker, laissez-moi vous le dire, autant essayer de faire un exercice constructif, celui de comparer au RGPD existant en Europe. Faut savoir qu'il y a une chose de cool dans les projets de loi, ce sont les notes explicatives, un peu comme un sommaire exécutif qui permet en quelques pages de saisir l'essentiel. Le reste n'intéresse que les avocats. Alors, si vous voulez approfondir réellement votre connaissance des impacts du PL64, si jamais il venait à passer,
je vous invite à suivre sur LinkedIn un cabinet d'avocats ou carrément d'en contacter un, car vous allez devoir bien comprendre de toute façon tout ça, 25 millions de dollars d'amende, ça force à s'informer un peu. J'y vais maintenant dans l'exercice des comparaisons. Côté Québec, obligation pour les organismes et les entreprises de publier des règles encadrant la gouvernance à l'égard des renseignements personnels et à publier et diffuser une politique de confidentialité pour ceux qui collectent ces renseignements par des moyens technologiques. Côté Europe, le RGPD impose de présenter la finalité du traitement de la donnée, les données concernées par ce traitement et même la législation autour de ces données. Québec, obligation pour les organismes et les entreprises de demander à la personne concernée son consentement distinctement de toute autre information communiquée à cette dernière et avec le consentement du titulaire de l'autorité parentale pour un mineur de moins de 14 ans. En Europe, le RGPD précise que la demande, tout autant que le retrait de consentement, doit être claire, précise et accessible. Au Québec, les fonctions d'identification, de localisation et de profilage seront encadrées pour les organismes et entreprises et certaines informations devront être fournies à la personne concernée. En Europe, interdiction de faire du profilage algorithmique dans le cas du RGPD. Québec, l'accès aux renseignements personnels dans un format structuré et couramment utilisé devient un droit. En Europe, le RGPD donne autorisation d'accès aux informations personnelles. Au Québec, la communication des renseignements personnels sans consentement est modifiée. La conservation ainsi que l'anonymisation également, et impossibilité pour les entreprises de communiquer des listes nominatives sans le consentement des personnes concernées. En Europe, concernant la transmission des données à une tierce partie, le RGPD prévoit que l'utilisateur peut s'y opposer. Au Québec, le pouvoir donné à la Commission d'accès à l'information ainsi que les dispositions pénales sont revues à la hausse. Le RGPD gâte aussi les autorités de contrôle en Europe. Au Québec, le projet de loi prévoit la création de la fonction de responsable de la protection des renseignements personnels au sein des entreprises, même si les paramètres technologiques par défaut doivent assurer le plus haut niveau de protection de la donnée sans intervention de la personne concernée. Bon, ça, je l'ai pas forcément vu dans le RGPD, mais je peux bien sûr me tromper, je vous réfère donc à votre cabinet d'avocat préféré. Au Québec, droit est donné à une personne d'exiger que cesse la diffusion de renseignements précis sur elle, de désindexer ou de réindexer un hyperlien menant à ce renseignement. Du côté de l'Europe, le droit à l'oubli fait aussi partie intégrante du RGPD. Lorsque les données collectées ne sont plus nécessaires, lorsque l'utilisateur fait une demande de suppression de ces données, et enfin lorsque le traitement initial n'est pas conforme à la réglementation. Dernier point au Québec, même la loi électorale est modifiée pour se conformer à la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Pas vu forcément là non plus dans le RGPD du côté de l'Europe, mais ça doit bien exister. Conclusion. Il était temps. 1. Ça fait du bien. 2. Le PL 64 s'inspire vraiment du RGPD et c'est une bonne chose. 3. Et enfin, si vous avez 25 millions de dollars en poche, pas besoin de vous soucier de quoi que ce soit si jamais le gouvernement va de l'avant avec ce projet de loi. Mais, juste une fois. C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, cette semaine, on parle de UX et de jeux vidéo. Ben oui, ça semble une évidence, hein, mais il y a des UX dans le jeu vidéo. Puis il y en a beaucoup à Montréal. Ils sont chez Ubisoft, ils sont dans d'autres compagnies aussi. Et c'est pour ça que cette semaine, je parle avec Aurélie Bosque, qui est Lead UX Game as a Service chez Ubisoft. Puis elle travaille sur Rainbow Six Siege. Hein? On ne va pas les chercher n'importe où, nos invités. Tu viens d'attirer des oreilles, là. Je viens d'attirer des oreilles. Mais c'est fascinant parce que quand on pense à ça, quand on fait du UX, normalement, on sait qu'on fait des expériences qui durent quelques minutes pour les gens. Les gens vont sur le site web, trouvent leur information, puis ils s'en vont. C'est pas le cas de tout, là. Des fois, c'est des logiciels. Mais
Ubisoft, là, quand tu parles d'un jeu là, de cette grandeur-là, les gens jouent pendant des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures. Donc, il y a des relations à l'usager, à l'utilisateur qui sont complètement différentes. Et ce que Aurélie me dit dans l'entrevue, puis c'est fascinant parce qu'ils vont même calculer l'ergonomie des objets que les personnages vont toucher dans le jeu, dans le monde virtuel. Là. Donc, tout est calculé et en plus, ils ont une communauté incroyable de gens engagés dans le produit qui suivent le moindre des petits développements. Donc, c'est une grosse industrie, c'est intense, mais ça a l'air complètement fascinant. Puis, ce qui est intéressant quand on parle de UX puis de développement dans le monde du jeu vidéo, particulièrement sur des marques qui sont bien établies comme ça, c'est qu'on travaille dans un univers vivant, là. Ah, carrément. Ah oui, tout à fait. Puis ce qu'elle nous raconte dans l'entrevue aussi, c'est qu'ils vont même tester des fois des cartes, des nouvelles cartes, des nouveaux jeux, des nouveaux personnages. En temps réel, les choses apparaissent. Donc, c'est carrément, c'est vivant. On ne peut pas être plus vivant que ça. Là. Puis c'est en 17 langues à travers le monde aussi. Donc, on s'entend que c'est une énorme responsabilité, une énorme pression. On ne parle pas des serveurs, mais on parle juste des gens qui développent derrière et qui doivent fournir du contenu pour ça. Ça doit être extrêmement stimulant de travailler dans cette industrie-là. Et d'ailleurs, Aurélie cherche un nouveau partenaire dans son équipe. Et c'est quelqu'un qui va être focusé sur le fait de faire disparaître les mauvaises pratiques en ligne. Des fois, du harcèlement, des choses comme ça. Ben, ils engagent littéralement un UX avec, et au mieux, des notions de psychologie pour pouvoir travailler sur le comportement des utilisateurs. C'est fascinant. Ils vont faire du renforcement positif pour amener des meilleures pratiques dans le jeu vidéo, ce qui est tout à fait louable pour une compagnie comme ça. Bon, ben Jean-François, sur ce, tu nous rappelles le nom de ton invité? Aurélie Bosque, de chez Ubisoft. D'accord, Ubisoft Montréal. Ben, oui. On écoute tout de suite ta rencontre avec elle. Merci pour une autre de ces entrevues fascinantes. Merci beaucoup, Bruno. Bonne semaine. Déjà, quand on parle de Game as a Service, l'idée, c'est de fournir du contenu de jeu sur un modèle de revenu continu. C'est-à-dire qu'une fois que le jeu a été acheté, ou ça peut être aussi proposé, le jeu peut être gratuitement, on cherche des façons de garder le joueur intéressé sur notre produit, c'est sur potentiellement des années. Donc, qu'est-ce que ça implique un peu côté UX? Je te dirais que le premier point, ça va être, pour garder notre joueur intéressé, ça va être de générer du nouveau contenu. Selon le modèle d'affaires, nous, chez Ubisoft, ça peut être souvent par saison. On va sortir du nouveau contenu pour garder l'intérêt de notre joueur. Puis, moi, je vois le rôle du UX là-dedans un peu comme le gardien de la cohérence. C'est-à-dire que si je pense à un jeu comme Rainbow Six Siege, par exemple, sur lequel moi je travaille en ce moment, on ajoute des personnages, des opérateurs au fil des saisons. Puis, tu sais, il faut que l'interaction entre ces personnages, la plus-value qu'ils apportent dans l'expérience du jeu, reste cohérente. Fait que le UX, c'est aussi là, pour s'assurer, avec le game design évidemment, c'est ça, de faire en sorte que tout fonctionne, puis qu'on n'introduit pas un nouveau pattern qui peut tout casser, la façon dont les joueurs vont assimiler comment fonctionne le jeu. Vous êtes quasiment proche dans ce rôle-là d'un réalisateur, parce que si vous voyez même aller jusque dans le scénario à un nouveau personnage ou des nouvelles composantes qui sont à l'intérieur même du jeu, c'est des choses qu'un UX dans le domaine du jeu va toucher aussi? Le côté plus fantasy, pas tant, mais c'est sûr qu'il faut qu'on s'adapte. C'est un des paramètres qu'il faut qu'on assimile, puis ça fait partie des ingrédients, je te dirais, dans la recette ensuite pour proposer la bonne interaction pour le bon personnage, par exemple. Parce que vous avez des paramètres qui sont autrement plus complexes et plus vastes qu'un UX, puis je veux pas réduire ce que je fais moi-même dans l'interface 2D, mais vous êtes dans des mondes complexes, 3D, et assurer la cohérence dans un monde aussi complexe, c'est un défi colossal. Oui, mais c'est ça, c'est qui fait la particularité, je te dirais, du UX dans le monde du jeu, c'est que la palette d'outils qu'on a pour représenter l'interactivité, c'est ça, elle est beaucoup plus grande. C'est-à-dire que dans le web, on peut souvent se fier à du texte, des icônes, éventuellement des animations, mais on reste dans quelque chose de plus 2D, alors que là, comme le jeu ouvre tellement d'opportunités, ça peut être comment un événement ou un élément de son peut amener du feedback pour comprendre comment évoluer ou quoi faire, quelle est l'action à prendre, un son, des effets visuels, même aussi la modélisation des objets. Tu sais, si je veux que le joueur saisisse tel objet, la forme en soi de l'objet, le UX peut aussi, tu sais, donner de l'input pour dire, ben,
changeons la forme ou ajoutons une lumière, peu importe, pour justement traduire de l'information pour le joueur. Parce qu'on sait que in-game, ça va tellement vite. Il faut que les interactions soient efficaces. Puis là, c'est pour ça qu'on se sert de tout ce qu'on a à notre disposition. Je te dirais que les prompts de texte, là, c'est souvent la chose qu'on veut faire là, en dernier recours. Et vous, en plus, vous avez des communautés qui sont hyper engagées face aux jeux, face aux développeurs. Comment un UX fait pour arriver à balancer entre le besoin ou les souhaits d'une communauté et ce qu'il va livrer? Ouais, ça, je te dirais que c'est des stratégies après qui sont prises au niveau de la direction, mais c'est sûr que c'est sûr que la communauté des joueurs est très vocale. Ils ont beaucoup de plateformes pour s'exprimer, puis ils vont le faire. Donc, on a des personnes qui sont responsables de. Vous êtes quand même aussi dans ce lot-là de. Oui, c'est des choses qu'on regarde, puis qu'on fait remonter, qu'on prend en considération quand on va développer une fonctionnalité, c'est sûr. Puis on a aussi c'est un processus de conception quand même qui est standard, l'idéation du design puis du test. Donc la façon dont on va pouvoir aussi tester nos features et avoir tout de suite du feedback des utilisateurs, c'est quelque chose qui nous permet aussi d'ajuster le tir aux besoins. On parle des test serveurs, par exemple, avant de faire le lancement d'une saison, mais aussi vraiment des tests utilisateurs comme avec un labo de recherche, là, pas mal standard, comme dans le développement d'applications en général. Justement, tu parles du lab de recherche. Comment vous insérez justement de l'innovation? Oui, on a en fait, surtout aussi dans le contexte de Game as a Service, on a des moyens de tester des éléments d'innovation. Par exemple, le jeu sur lequel je travaille, on peut faire des éléments qu'on appelle des événements. Tu sais, comme pour une, mettons, limitée pour 1-2 semaines ou une fin de semaine. On amène une nouvelle map, on amène une map, puis on amène un élément de gameplay un peu différent. Ça peut être des choses que les joueurs, la communauté de joueurs a demandé, ça peut être des choses que ça nous intéresse aussi de valider d'un point de vue technique, par exemple. Donc, le fait d'avoir ce petit événement live pour quelques jours, quelques semaines, ça nous permet à nous de valider notre côté technique, de valider aussi l'intérêt des joueurs, mais à la fois aussi de créer comme un petit peu de diversité, de nouveautés dans notre jeu à travers ces événements. Puis ça nous permet aussi de collecter plein d'informations qui vont éventuellement nous servir ensuite à se dire bah ouais, là il faut qu'on a une bonne un bon intérêt des joueurs par rapport à ça. Et on se pose la question, veut-on le pousser comme un élément de gameplay à part entière qui reste en permanence dans notre jeu? Donc, il y a aussi cette plateforme-là. Qu'est-ce qui est la grosse différence là, entre le UX que tu peux voir ailleurs puis le UX dans le domaine du jeu, le côté rapide de l'évolution des choses, ça représente quoi? Ah ouais, c'est ça, c'est comme, c'est ça, on dit souvent c'est modifier le moteur alors que la voiture est en train de rouler. Fait que, c'est ça, c'est en continu. Puis c'est ça aussi, je parlais dans le contexte du jeu, l'interaction que tu as in-game, c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit super efficace, super instantané, versus le web où là, je peux comme prendre le temps, si je veux aller en arrière ou comme m'arrêter, comprendre bien ce qui se passe autour de moi, je peux le faire, alors que quand on est dans une partie in-game, c'est ça, il faut que l'interaction soit super efficace. Ça, c'est aussi une grosse différence que je vois, c'est ça. Donc, ça prend comme du testing avec la communauté, avec aussi, dans le cadre de Siege, du e-sport. Donc là, des joueurs professionnels engagés avec le jeu, qui sont sur des compétitions à l'année. On peut pas faire que le feedback, la qualité du feedback soit pas bonne. Là. Donc, ça prend aussi du testing avec cette communauté-là particulière, pour arriver au degré de qualité qu'on souhaite. T'en parlais dans les notes de pré-entrevue, la possibilité de créer, d'avoir des feedbacks d'informations à travers différents moyens comme des icônes, du texte, des sons, des effets visuels. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Ben, ce que je disais, c'est que la palette d'outils, c'est ça, de UX, dans le monde du jeu, elle est beaucoup plus grande. Alors que dans le web, on se dit... comment je vais faire que ce bouton-là, les gens comprennent c'est celui-ci sur lequel il faut cliquer. Alors, j'ai quelques paramètres, la couleur, c'est ça, les animations, éventuellement. Mais dans le monde du jeu, c'est ça, j'ai tellement d'autres outils, d'autres
d'autres couches en fait d'interactivité qu'on peut utiliser. Tu sais, le son, les effets visuels. On en parlait de la modélisation des objets pour créer l'affordance, pour qu'on comprenne qu'est-ce que cet objet va me permettre de faire dans le jeu, plutôt que me l'expliquer par exemple avec une ligne de texte qui s'affiche au milieu de l'écran. Donc c'est comme c'est ça, c'est ce qui est fascinant aussi pour moi là, c'est toutes des opportunités de feedback pour de l'information qui est quand même très particulière au monde du jeu comparant au monde du web. Puis comment vous faites? Il y a tout le paramètre aussi, puis ça, je l'ai vu parce que j'ai déjà été un joueur aussi, puis des fois, j'y retourne de temps en temps, puis j'entends certains de ces joueurs-là qui disent « Moi, je suis un testeur, on m'a envoyé une version bêta, une version alpha. » Comment ça se passe quand tu dis ça aussi dans les notes de pré-entrevue, que vous testez dans des conditions réelles? Qu'est-ce que vous faites? Vous montez des chambres à coucher chez Ubisoft, ou des bureaux, des salons? Comment ça se passe? On fait venir le monde... au studio, bien sûr avec des clauses de NDA, etc. De confidentialité. De confidentialité. Puis il va y avoir effectivement des sessions où on va mettre 5, par exemple si c'est du multiplayer, 5 joueurs contre 5, puis qui puissent tester la nouvelle fonctionnalité ensemble, pour ensuite avoir du feedback qui est plus proche de la situation réelle, justement. C'est vraiment un monde complètement différent, là. Oui, et puis même aussi, tu sais, au niveau plus des reviews entre nous, tu sais, ou avec les directeurs ou d'autres personnes qui travaillent sur le jeu, on peut pas faire ça comme à travers des prototypes Axure ou whatever, pour c'est quelque chose de statique. C'est souvent parce qu'on appelle des play sessions. Où là, pareil, on va être, dans notre cas, c'est 5 contre 5. Puis, on teste les nouvelles fonctionnalités vraiment dans un contexte et on joue une partie, puis on le vit comme si c'était la vraie réalité du jeu. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi avoir le bon feedback, savoir si ça marche. Parce que sur quelque chose qui est statique ou même une vidéo, ça va pas fonctionner. Il faut vraiment qu'on puisse y jouer pour savoir si ça marche, puis ensuite on itère à partir de ça. Puis, on a parlé un peu au début aussi, dans ce monde-là. Là, on n'est pas... quand on parle du web, en général, on parle d'une utilisation de quelques minutes. Mais dans le jeu, on parle de plusieurs dizaines d'heures, voire centaines d'heures, des fois, pour accomplir une mission au complet. Comment on peut arriver à créer cette expérience-là, puis s'assurer qu'on les perd pas, finalement, pendant l'expérience? Je te dirais que ce qu'on regarde en premier, ça va être quoi le user journey de notre utilisateur, puis c'est quoi les écrans par lesquels ils vont passer comme à chaque fois. À chaque fois que je lance le jeu, c'est quoi l'écran que je vais avoir sous les yeux, par lequel je commence par exemple mon expérience. Donc il y a ces écrans ou ces touchpoints là sur lesquels on va donner une attention particulière. Ça peut être par exemple pour ajouter par exemple une couche d'attractivité, de fun à cette expérience-là. Si c'est pour y passer à chaque fois, comment j'ajoute certains éléments. Tu sais. On pense aussi à comment je vais rendre ça personnel, par exemple. Le fait de personnaliser aussi ton expérience, ça peut faire que tu accroches puis tu restes là. Le côté évolutif donc de l'interface là, finalement. Okay. Ouais. Tout ce qu'on veut évidemment, c'est éviter la lassitude, tu sais. Mais en même temps, si tu as compris une mécanique et que tu l'as assimilée, on ne va pas non plus tout chambouler. Autre question aussi, pour un UX qui n'est pas qui est pas un gamer, est-ce que cette ouverture-là lui est faite quand même? Est-ce que c'est la méthodologie qui t'amène là-dedans ou tu peux carrément ne pas être player, là, ne pas être un gamer, ne jamais avoir touché à ça pour venir travailler en tant que UX dans l'industrie du jeu? Je te dirais que il faut au moins avoir un intérêt pour le domaine, pour l'industrie. Mais t'as pas besoin d'être un gamer forcément pour rejoindre mon équipe, par exemple. Ça part toujours c'est quoi le problem statement, puis comment on peut trouver des façons de résoudre ces problèmes-là. Il y a certaines équipes qui vont travailler sur des morceaux qui sont pas là forcément la partie in-game, justement. T'sais, on a des interfaces qu'on appelle un peu plus services qui sont à l'intérieur du jeu. Parce que quand on parle de game as a service, faut pas se cacher que c'est aussi trouver des façons comme pour monétiser du contenu. Vu que on est là pour rester peut-être plusieurs années, il faut absorber des coûts de production. Donc il faut trouver des façons. On parle des fois de microtransactions liées souvent à des items de customisation pour les personnages, par exemple. Donc il y a des aspects, tu vois, que un UX qui a travaillé dans le monde du e-commerce peut très bien apporter de la valeur pour ce type d'interface qui sont plus de l'ordre du service.
Ah ouais. Et là, on veut que ça soit plus facile. On veut que ça soit plus abrasif un peu dans le gaming, mais dans le côté de pouvoir monétiser un peu, puis c'est normal. On veut que ça soit plus aplani. Aurélie Bosque, merci beaucoup pour cette très, très belle entrevue. Ça fait plaisir, Jean-François. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs, Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous, si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, vous les invitez à se rendre sur mon blog ou sinon sur la plateforme de distribution de podcasts de leur choix et ils trouveront Mon Carnet. Et si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Mon Carnet, en passant par la page SoundCloud où est hébergé le podcast Mon Carnet ou encore par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Portez-vous bien. Au revoir. Une production GoulielMinetti.com